Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui est super importante dans le cadre des urgences, c'est la dyspnée. On va voir un petit peu en vrac plein de choses, vous allez voir, ça va être très intéressant. Alors, pour la dyspnée aux urgences, on va voir une première partie de définition pour être bien au clair avec différents termes. Les signes de gravité, un peu comme quand le patient arrive, repérer les signes de gravité, comment traiter et quels examens réaliser. Pour l'orientation du patient, ça dépendra bien sûr de l'état général. Bon, globalement, ça ne change pas grand-chose, donc je ne m'étarderai pas et je ne développerai pas ce point. Alors concernant la définition, les définitions, eh bien la dyspnée, c'est un signe subjectif, mais qui peut aussi être déterminé, diagnostiqué par le médecin. Alors il y a la dyspnée qui est décrite par le patient, où il décrit dys, une altération, et pnée de la respiration. Donc c'est une gêne pour respirer. Et le clinicien peut aussi poser le diagnostic de dyspnée. Donc il faut bien faire la part des choses entre ce qui est ressenti et ce qui est cliniquement, heu, enfin, cliniquement diagnostiqué par le clinicien, bien sûr. Ensuite, il y a un autre terme très important, c'est ce qu'on appelle la détresse respiratoire. Et donc ça, c'est les signes cliniques. C'est vraiment que de la clinique qui montre l'atteinte de l'appareil respiratoire. Et donc par atteinte respiratoire, bah, ça peut être des signes de cyanose, mais il peut y avoir aussi des signes de compensation, comme les signes de lutte. On va le voir un petit peu après. Et ça, la détresse respiratoire, bah, il faut faire la différence avec l'insuffisance respiratoire aiguë. L'insuffisance respiratoire aiguë, c'est l'altération de l'hématose qui est diagnostiquée par la gazométrie. Donc on va analyser en fait l'oxygénation, et pas que, mais entre autres du sang artériel. Et effectivement, on pose le diagnostic quand il y a une hypoxémie. Et donc l'hypoxémie, par exemple, est profonde quand la PaO2 est inférieure à 60 mm de mercure. Donc je parlerai surtout des valeurs en millimètres de mercure, mais c'est important de faire la différence entre la détresse respiratoire qui est clinique, et on ne fait pas un diagnostic de détresse respiratoire à la gazométrie, contrairement à l'insuffisance respiratoire aiguë. Et on fait aussi la part des choses entre l'hypoxie et l'hypoxémie. À nouveau, ce sont des termes dont il faut connaître la différence, et ça veut dire que l'insuffisance respiratoire, c'est vraiment l'hypoxémie, et ça exclut donc les hypoxies sans hypoxémie. On va faire un petit point là-dessus, mais c'est important de faire la différence. Alors comment on fait la différence? C'est simple. L'hypoxie, même si les termes se ressemblent, l'hypoxie, c'est l'altération de la respiration cellulaire. Donc c'est la mitochondrie. Voilà, à proprement parler, l'hypoxie, c'est vraiment la mitochondrie. Alors que l'hypoxémie, c'est l'altération du transport en oxygène dans le sang, c'est l'hématose. À pas confondre non plus avec l'hémostase, hein, pour ceux qui confondent un petit peu les mots. Donc l'hypoxie, c'est cellulaire, et l'hypoxémie, c'est vraiment vasculaire. En gros, hein. Donc, l'altération de la respiration cellulaire, par exemple, peut être due à une intoxication au cyanhydrique ou un sepsis grave. Vous voyez la différence? Donc ça, c'est la respiration cellulaire. Les cyanures vont venir altérer la respiration de la mitochondrie, comme le sepsis grave par exemple. Et en cas d'altération du transport de l'oxygène, bah, s'il y a moins d'hémoglobine, il y aura moins de transport d'oxygène au niveau de l'hème, de l'hémoglobine. L'intoxication au monoxyde de carbone, c'est pareil. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, il y a les vidéos. Et en cas d'état de choc, etc. Donc, vous voyez la différence entre l'hypoxie et hypoxémie. Alors, on revient un peu sur notre topo quand même, sur la dyspnée. Alors, une chose importante, c'est les critères de gravité clinique. Ça, c'est extrêmement important. Les signes de lutte sont différents des signes de faillite. Parce que les signes de lutte, ça veut dire que bah, justement, comme son nom l'indique, on lutte encore, il y a une augmentation du travail, donc on peut encore passer outre, alors que les signes de faillite, c'est vraiment un épuisement total avant la catastrophe, entre guillemets. Et donc on va voir la différence entre les deux, il faut connaître la différence. Alors les signes de lutte, eh bien, comprennent l'analyse de la fréquence respiratoire.
et on parle de tachypnée au-delà de 25 cycles par minute, en tout cas pour l'adulte. Pour la pédiatrie, bien sûr, c'est différent, mais pour la pédiatrie, globalement, au-dessus de 60, c'est sûr, hein, pour les nouveau-nés, et après, globalement, pour les enfants, 45, 30, je vous laisserai voir les topos disponibles. En cas d'hypophonie, eh bien, c'est quand quelqu'un a du mal à finir sa phrase, bah ça c'est un patient qui est en détresse respiratoire. Si on n'arrive pas à finir sa phrase, ça veut dire qu'il y a vraiment des signes cliniques de dyspnée. C'est un signe de lutte. L'inefficacité de la toux, à nouveau, parce qu'il faut utiliser les muscles de manière très importante pour expirer et faire un blocage. Et donc c'est un signe de lutte qui est très important à rechercher. Ensuite, tout le monde aura déjà entendu parler sans doute du tirage, des tirages, puisqu'il y en a plusieurs. Bah, c'est tous ces petits muscles accessoires qui n'ont pas le même matériel respiratoire d'ailleurs intracellulaire que le muscle diaphragmatique par exemple. Eh bien, vous voyez que là, ça tire justement, comme si on allait tirer la peau entre les os, et vraiment, on voit la délimitation entre les côtes, le fameux tirage intercostal. Alors, il y a d'autres tirages, hein, mais vous voyez, chez le nouveau-né, hein, on voit très bien les côtes, et chez l'adulte, bah, ça donne à peu près la même chose. C'est important de regarder ça, donc on va demander s'il y a un tirage, on va le rechercher. Il peut y en avoir aussi au niveau claviculaire, un battement des ailes du nez pour la pédiatrie, etc. Oui, il y a plein de choses à regarder. Ensuite, il y a le stridor, qui est effectivement un signe de lutte. Pourquoi? Bah, c'est le bruit inspiratoire. Si je vous mime, ça donne un petit peu ce signe. Comme ça, et donc ça, en fait, c'est un rétrécissement des voies aériennes supérieures. Donc oui, c'est un signe de lutte parce que, bah, il y a un rétrécissement, et donc on entend ce bruit aigu, hein, avec la loi de Bernoulli. Donc il y a un rétrécissement, augmentation du débit, dépression, et hop, ça augmente, ça fait ce petit bruit aigu. Donc c'est important de bien l'écouter, de l'avoir en tête. Et donc ça, c'est un signe de gravité quand même, hein. Et une chose à avoir en tête, ne vous faites pas piéger sur la bradypnée, donc une fréquence respiratoire qui est très basse, ou irrégulière, ou vraiment très superficielle, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte importante, même neurologique, et donc là c'est vraiment une gravité extrême, et là il faut agir très très vite. Si vous avez d'autres questions sur la pédiatrie, bah, vous pouvez retrouver les topos disponibles sur la chaîne. Maintenant, on va voir les signes bah, de faillite, justement d'épuisement. Vous aurez sans doute entendu parler de cette respiration abdominale paradoxale avec le balancement thoraco-abdominal. C'est quand il y a à l'inspiration un recul de la paroi abdominale. Donc souvent ça s'accompagne d'une orthopnée, c'est-à-dire une intolérance, enfin une gêne respiratoire allongée. Donc c'est vraiment intolérance au décubitus dorsal, hein, qui est vraiment proscrit, donc faut surtout pas le faire. Et en fait ça c'est l'absence de participation du diaphragme, et donc il n'y a que les muscles accessoires qui peuvent permettre la respiration. Donc là, il faut vraiment aller vite quand même. Ensuite, il y a la cyanose. Ben, la cyanose, effectivement, ça veut dire qu'il y a une hypoxémie qui est assez profonde. Et des fois, ça peut être compliqué de faire le diagnostic, surtout chez le patient de peau noire. Mais comme l'atteinte de la cyanose concerne aussi les muqueuses, ben, on va demander au patient de tirer la langue, d'ouvrir la bouche. C'est pour ça que vous voyez cette dame qui ouvre la bouche et on voit les signes de cyanose, hein, très important à faire rechercher. Donc s'il y a un doute, on fait tirer la langue, on ouvre la bouche. C'est les lèvres, cette cyanose autour de la bouche qui est très importante à rechercher. Et l'hypoxémie, oui, peut être déjà très importante, simplement avec même à 14 d'hémoglobine, donc il y a un bon potentiel de globules rouges qui peut être bien oxygéné. Bah, s'il y a une saturation à 80, c'est-à-dire que la PaO2 est quand même déjà à 50. Donc vous voyez que le signe de cyanose, c'est un signe de gravité vraiment très, très important à rechercher. Il peut y avoir aussi une hypoperfusion tissulaire globale associée à cela, donc un signe majeur à rechercher. Ensuite, les signes neurologiques, alors il y a l'hypercapnie, on va le développer un tout petit peu après. C'est une altération du comportement, ça peut être à la fois lié à un bas débit cérébral ou une hypoxie cérébrale, donc vous voyez l'hypoxie, hein, l'atteinte cellulaire des neurones. Et un Glasgow-9, je vous le rappelle, hein, revoyez le topo sur le coma, c'est une indication théorique à l'intubation, alors des fois on peut le discuter pour la PPCO, mais bon. Retenez globalement une altération neurologique, Glasgow-9, c'est intubation quand même. Et les signes d'hypercapnie, c'est de la clinique
extrêmement, extrêmement importante. Vous allez me dire: «Tout est extrêmement important là», mais oui, parce que c'est une pathologie, c'est un signe, enfin, un motif d'admission qui est très fréquent et ça peut aller rapidement très mal. Donc l'hypercapnie, bah, c'est quoi? C'est, le fait que la PeCO2, donc la concentration en, CO2 augmente dans le sang et donc il y a des symptômes, ce qu'on appelle la carbonarcose. Heu, c'est associé à des céphalées. Une hypertension artérielle, c'est quand même assez spécifique, hein, ça on le retient facilement. Le flapping tremor, donc en fait, on demande au patient de tendre les bras devant et en fait, il va faire des petites secousses comme ça, des petites trémulations, comme des tremblements en fait du bout des mains et ça, c'est, des signes d'imprégnation neurologique, au CO2. Il y a aussi des sueurs qui sont importantes à rechercher. Tout ça, c'est lié à la vasodilatation, en fait, à l'effet vasodilatateur du CO2 et voilà, très important à connaître. On va avoir un petit bout de paraclinique quand même parce que ça reste important et c'est dans les signes de gravité. Oui, parce que, la gazométrie peut nous permettre de voir l'oxygénation, en tout cas le transport, ce qu'il y a potentiellement de transmis jusqu'aux cellules en oxygène et donc on fait la gazométrie, donc en artériel, on va prendre du sang artériel et on va regarder le taux d'oxygène dans ce sang et une hypoxémie sévère, oui, profonde à moins de 60, c'est quand même un critère de gravité, donc là, il faut tout de suite agir rapidement et on va regarder le pH qui peut signer le caractère aigu, puisque, la norme c'est 7,4, donc là, c'est à apprendre par cœur malheureusement, hein. Quelques pièges, bah, parfois, il peut y avoir une hypocapnie, donc on voyait que la valeur de PCO2, qui est normalement à 40, est un peu abaissée. Mais le patient a une normoxémie, donc une PaO2 qui est normale. Et là, c'est quand même un critère de gravité. Alors, c'est pas non plus extrêmement grave, mais il faut pas non plus être totalement rassuré. Il faut apporter de l'oxygène à ce moment-là. Je vais vous montrer un petit exemple. Pour cette gazométrie, pH à 7,15, PO2 75, donc à peu près normal, hein, PCO2 30, et Bicard à 10 avec un lactate normal, qu'est-ce que c'est? Alors, si vous voulez faire pause, avant que je vous donne le résultat, en fait, c'est une acidocétose diabétique et il y a une dyspnée qui est associée. C'est une dyspnée de Kussmaul. Donc, vous voyez que c'est pas parce que la PO2 est normale que c'est pas grave. Là, c'est quand même grave et c'est même pas une atteinte respiratoire. Donc, vous voyez que c'est pas parce qu'il y a une dyspnée que c'est forcément une atteinte respiratoire. Le sujet est un peu complexe. La prise en charge, maintenant vous avez fait le diagnostic, le patient arrive, vous avez déterminé qu'il y avait des signes de gravité. Donc, on travaille toujours avec un patient assis. Toujours, toujours. Des fois, certains patients sont fatigués, donc ils veulent s'allonger, mais non, quand on est dyspnéique, quand il y a une détresse respiratoire, toujours assis, c'est l'étape 0. Ensuite, l'étape numéro 1, eh bien, ça va être d'éliminer une obstruction des voies aériennes supérieures. Si vous voyez ce patient qui se tient la gorge de manière brutale, typiquement le repas, les cacahuètes, ça c'est des topos de pédiatrie, hein. L'inhalation du corps étranger, hop, au niveau de la trachée, heu, c'est catastrophique rapidement. Avec un patient qui ne parle plus, vraiment il ne parle pas, c'est ça qui est important. S'il parle, ça veut dire que l'obstruction, est partielle, d'accord? Et hypocyanose et là, c'est vraiment l'urgence vitale extrême. Alors il y a d'autres diagnostics, hein, il peut y avoir l'œdème de Quinque, une laryngite, une épiglottite qui est plus rare avec la vaccination. Des sténoses trachéales, mais c'est plutôt dans le chronique avec des tumeurs laryngées aussi, mais vous voyez qu'il y a plusieurs diagnostics. C'est surtout, l'inhalation de corps étranger, l'œdème de Quinque, qu'il faudra évoquer en premier. Comment traiter? Extrêmement important à connaître, ça doit être, connu de tout le monde d'ailleurs, c'est ce qui peut sauver des vies. C'est la fameuse manœuvre de Heimlich. Donc chez l'adulte, on vient se positionner derrière le patient, on vient le ceinturer comme ça avec le poing que l'on, emprisonne avec notre main, notre seconde main et on vient faire un mouvement de remonter comme ça un petit peu vers nous, puis on remonte pour essayer de faire sortir ce corps étranger qui bloque et on réitère jusqu'à ce que ça sorte et si à un moment donné, il arrive à parler ou respirer, on arrête, on touche plus et c'est, l'équipe médicale qui va s'occuper de la suite. Donc pour l'adulte, en pédiatrie, c'est à peu près pareil et vraiment chez le tout petit, bah, on va venir le positionner avec une main, sur le ventre, vers le bas, incliné et on tape dans le dos et en espérant que ça passe. Malheureusement, parfois, c'est un échec et là, c'est un peu plus, catastrophique. Il faut aller chercher avec la pince, de Magil.
C'est une pince qui est courbée. Dans les voies aériennes, là, c'est un peu plus catastrophique, mais bon. Voilà globalement ce qu'il faut connaître pour, la libération des voies aériennes supérieures. Après, il y a les voies aériennes inférieures, c'est la deuxième étape. Contexte traumatique, il peut y avoir un pneumothorax qui est suffocant. Vous voyez ce gros pneumothorax qui comprime et qui, engendre une détresse respiratoire. Alors oui, c'est sûr, c'est pas quelqu'un qu'on va croiser dans la rue souvent, hein, c'est un contexte de traumatologie, mais ça peut être aussi des fois des jeunes. Alors souvent grands fumeurs en effort, en expiration, donc glotte fermée. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, on exsuffle le pneumothorax, s'il est en détresse imminente, avec cette ponction intercostale au niveau du deuxième espace intercostal. Vous voyez au niveau de la ligne du mamelon, c'est important à faire. Donc c'est ce qui sauve le patient. Vous l'attendiez, il y avait l'oxygénothérapie bien sûr. Alors il y a plusieurs méthodes d'administration de l'oxygène, soit aux lunettes comme ça, jusqu'à 5 litres à peu près. On peut augmenter le débit, on peut aller jusqu'à 9 litres avec ce masque sans réserve, donc c'est un masque sans réserve, important à faire la différence. Avec ce masque qui est un masque avec réserve, on peut aller jusqu'à 15 litres par minute d'oxygène. Et donc tous ces masques précédents sont disponibles dans les véhicules des pompiers, dans les ambulances des pompiers, dans les ambulances privées, à l'hôpital, facilement dans tous les services. Par contre, ce dernier système, qui est un système de canule intranasale assez gros, avec de l'air qui est humidifié, parce que sinon ça va assécher les narines et irriter. On peut aller jusqu'à 50 à 60 litres, ça c'est plutôt un déchocage, soins continus et réanimation. Donc c'est pas disponible partout et certains SAMU en sont dotés. L'Optiflow, c'est une machine qui est vraiment très intéressante. Et après, si vraiment ça ne fonctionne pas, bah, on peut utiliser ce qu'on appelle la ventilation mécanique. Donc à l'aide d'une machine, on va aider la ventilation du patient. C'est un support ventilatoire, on va aider avec de l'air et de l'oxygène, bien sûr, sous pression. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'on va utiliser de la pression pour aider la respiration du patient. Donc c'est totalement antiphysiologique. C'est antiphysiologique puisque dans le contexte physiologique, on fait une dépression à l'inspiration qui va permettre de faire rentrer l'air. Et là, au contraire, avec la machine, on va souffler à l'intérieur. Donc on va pressuriser les voies aériennes. Donc c'est pas du tout physiologique. Vous voyez que là, le support, l'interface entre le patient et la machine, c'est un masque qui est étanche au niveau du visage. Ça, c'est la ventilation non invasive, la VNI, contrairement à l'intubation orotrachéale, où là, on va mettre justement un tube au niveau de la trachée pour pouvoir délivrer les paramètres désirés. Quelles sont les indications rapidement? Je ne vais pas rentrer dans le détail extrême, mais on peut s'aider de la gazométrie ou selon les antécédents et les diagnostics qu'on suspecte. Donc si on suspecte un OAP, une exacerbation de BPCO, on peut utiliser la VNI, sauf si c'est une détresse imminente où vraiment c'est extrêmement catastrophique, le patient risque d'être en arrêt cardiaque ou qu'il est bradypnéique. Je vous l'ai dit, c'est des critères extrêmes de gravité. À ce moment-là, il faut intuber le patient. En cas de SDRA, la VNI est un échec et c'est pas indiqué. Et aussi en cas de coma, alors des fois ça peut se discuter selon le niveau thérapeutique du patient et selon si le patient pourrait répondre. Si c'est une BPCO, on peut le tenter. Si c'est un coma 9-10, mais s'il vomit pas, parce que sinon, avec la ventilation non invasive, avec le masque, hein, justement, il peut vomir. C'est une contre-indication absolue, vraiment, hein. Voilà globalement pour la ventilation mécanique. Donc maintenant que vous avez soigné le patient, quel bilan clinique, biologique et reste à faire? Alors pour la clinique, comment s'orienter? Quelles questions poser? Une chose importante, regardez les antécédents, parce que qui a fait quelque chose fera. Qui a fait refera. Le fumeur est souvent quand même un BPCO. Méconnu au moins. Regardez les doigts, si jamais le patient n'est pas conscient. Et ses ongles jaunes, ça peut orienter. Un patient qui a un cancer peut faire une EP. Un myopathe fait une insuffisance respiratoire restrictive. Bref, regardez les antécédents et souvent il y a la réponse. Regardez les risques, les facteurs de risque cardiovasculaire, le poids, les ongles jaunes, hein, c'est le tabac, mauvaise hygiène, maladie opportuniste. Donc là, c'est plutôt orientation vers un SDRA, des pneumopathies un peu atypiques. En cas de pilule, de voyage, de traumatisme, d'opération, membre inférieur, tout ça. Stase,
assez longue, ça peut être une embolie pulmonaire, donc important d'y penser. Regarder la volémie du patient. Donc qu'est-ce qu'on va regarder cliniquement? Bah, on va regarder la turgescence jugulaire. Donc on regarde le cou du patient, en plus du tirage sus-claviculaire. On va regarder les mollets avec, cette recherche d'œdème des membres inférieurs. Est-ce que les mollets sont souples? La langue, est-ce qu'il n'y a pas un pli cutané aussi? Bref, vous voyez, plein de choses à regarder. On prend la température, ce qui peut orienter vers une pneumopathie et l'auscultation. Alors, on pourrait en parler pendant longtemps. Rapidement, l'idée est de s'orienter. S'il y a un wheezing, donc des sifflements, quelque chose comme ça, pour ceux qui ont le casque et les oreillettes, ça doit être, un sketch d'entendre ça, mais un sifflement avec une diminution globale du bruit respiratoire, c'est plutôt quelque chose qui, oriente vers une BPCO ou un asthme, alors que des crépitants, des bruits un peu, de crépitement de neige, ce genre de choses, un peu diffus, c'est plutôt OAP ou des pneumopathies. Donc vous voyez, c'est quand même, une source, d'orientation, l'auscultation, hein. Regardez aussi les topos sur l'OAP, il y a l'asthme et la BPCO prochainement, l'embolie pulmonaire. Si vous voulez plus d'infos, c'est disponible, hein, sur la chaîne. Pour le bilan biologique, j'en ai parlé déjà, la gazométrie, ça permet l'orientation et diagnostic et aussi, bah, le retentissement, on en a parlé. Rapidement, donc l'acidose respiratoire avec les bicarbonates augmentés, ça peut être, une atteinte, chronique, donc souvent BPCO, emphysème. Il faut regarder les valeurs, antérieures, hein, très important. L'acidose respiratoire isolée, ça peut être un OAP. L'effet shunt, tout le monde pensera à l'embolie pulmonaire, mais ça peut aussi être un OAP. Ça peut aussi être un OAP ou une pneumopathie un peu diffuse, et on peut voir ce genre de choses. Et une hypocapnie isolée avec une dyspnée, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc toute la gazométrie est normale, mais la PCO2 est un petit peu abaissée, donc le patient a une respiration un peu superficielle, et ça veut dire que déjà il est polypnique. Donc c'est un signe d'alerte, c'est un signe de lutte, et donc il va falloir mettre un petit litre d'oxygène pour au moins l'aider. Peut-être que ça va passer, il en aura peut-être plus besoin par la suite, mais il faut mettre un litre d'oxygène. Après le reste, tout ce qui est NFS, UNO, urée, créate, etc., ça dépend, il faut s'orienter. En général, on le fait quand même toujours. Et après, certains dosages spécifiques comme les BNP, si on a un doute sur une décompensation cardiaque, donc type OAP ou autre, hein. Il n'y a pas que ça, c'est plus complexe. Bref, attention chez l'obèse, hein, parce qu'en fait, les adipocytes font diminuer le BNP chez le patient obèse. Donc, patient obèse, il n'aura pas forcément des BNP au plafond. La troponine, c'est une coronaropathie, les dédimères en cas d'EP, risque faible intermédiaire. Je vous refais pas le topo, c'est aussi disponible sur la chaîne, allez voir si vous avez des questions. La chose importante à retenir, c'est les chiffres antérieurs. Et les chiffres antérieurs, les BPCO, il leur faut, c'est comme chez les insuffisants rénaux, pour eux c'est le poids, et ben le BPCO c'est sa capnie de base, donc il faut rechercher ça, c'est très important. Ensuite, électrocardiogramme. Alors oui, rapidement pour cet électrocardiogramme, il est microvolté, plus ou moins sinusal. Alors est-ce que c'est pas une ACFA, un peu vieillie, un peu lente? En tout cas, voilà, c'est microvolté. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Bah, ça peut être un pneumothorax compressif ou alors une obésité tout simplement, donc un syndrome restrictif, attention, faut y penser. Ça peut être une tamponnade aussi, un épanchement pleural gauche majeur, probable, ou même une amylose cardiaque, tout ça en cas de microvoltage. Il y a plein de choses à voir sur un ECG, mais il y a une chose à retenir, c'est que un ECG normal, c'est quand même un argument qui est fort contre l'origine cardiaque. Je vous laisserai voir le topo que j'ai fait sur les ECG, comme ça vous en verrez plusieurs. Ensuite, le bilan d'imagerie, donc la radiographie thoracique ou le scanner, hein, c'est encore mieux. Comment, réfléchir là-dessus? Cet arbre décisionnel, vous voyez qu'on peut voir des anomalies, pleurales assez importantes. Alors pneumothorax à gauche, ça paraît évident, là forcément il est gêné pour respirer. Une pleurésie, donc le pneumothorax droit pardon, la pleurésie gauche sur l'autre image, bah, là vous avez le diagnostic directement, hein. La radiographie normale, je vous montre pas ce que c'est puisque, il y a pas grand-chose, à voir justement. En cas d'atelectasie, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, cette image. Et là, c'est pareil, il va falloir, peut-être aller avec un bronchoscope, donc après une fibroscopie, on appelle le pneumo, il va peut-être essayer de déboucher un petit peu tout ça. Est-ce que c'est du mucus? Est-ce qu'il y a une anomalie?
parenchymateuse particulière. Bon, en tout cas, ça explique vraiment la détresse respiratoire et d'autres opacités bien connues, l'OAP, le papillon, l'apnéopathie, les pneumopathies interstitielles diffuses. Bon, il y a plein de choses à voir. Si la radio est normale, pensez EP et exacerbation d'asthme avec aussi les autres insuffisances respiratoires restrictives ou constrictives. Si vous avez si vous voulez plus de détails, hein, il y a aussi un topo sur la radiographie thoracique. N'hésitez pas à le voir, au moins vous ferez l'œil avec plusieurs radiographies. Et enfin, une dernière imagerie que personnellement j'adore, c'est l'échographie cardiaque et pulmonaire, qui est aussi efficace, voire plus efficace et même beaucoup plus rapide que la radiographie et même le scanner d'ailleurs. On peut évaluer les épanchements. En parlant d'épanchement, ben voilà, en voilà un qui peut expliquer une dyspnée, un épanchement péricardique majeur. On peut voir les flux d'insuffisance valvulaire. À gauche, au Doppler, on peut voir un reflux mitral majeur qui explique l'insuffisance respiratoire. À droite, c'est une image un peu catastrophique d'une embolie pulmonaire massive, ce gros caillot qui ne demande qu'à partir dans le tronc pulmonaire. Vous voyez qu'il est énorme dans la cavité, dans le ventricule droit. Et on peut analyser la FEVG, l'hypertension artérielle pulmonaire. Bref, on a plein de diagnostics, on peut faire beaucoup de choses. C'est extrêmement intéressant. Et voilà pour globalement le topo sur la dyspnée. Et encore une dernière chose avant de vous quitter, n'oubliez pas que et bah, oui, il y avait le jeu concours en fait, qui est toujours, valable jusque, la semaine prochaine. Alors si vous voulez participer, bah, retournez sur, la vidéo, jeu concours justement où vous pouvez, remporter ce livre. Je vous refais pas tout le topo, hein, mais allez voir la vidéo pour participer. Bien sûr, je ne vous laisse pas sans les points clés de ce topo. Alors, c'est quoi les points clés? Première chose, moyen mnémotechnique LOVE, parce qu'on adore ça. Donc, libération des voies aériennes supérieures, l'oxygène, la ventilation et exsufflation. Alors, plutôt exsufflation avant la ventilation, sinon il va se passer 2-3 petits soucis, mais au moins vous retiendrez avec ça. Il y a deux types de signes cliniques, c'est les signes de lutte et versus les signes de défaillance. Vous voyez que c'est pas tout à fait pareil. 3 gazométries à faire et à regarder. C'est celle d'avant, quand tout allait bien. Quelle est la base? Quelle est la normalité pour le patient? Comment il est maintenant? Et recontrôler. S'il y a une anomalie, on recontrôle par la suite. 30 minutes, 1 heure après, c'est pas mal. 4 examens, biologie, ECG, radio, écho. Vous voyez que l'écho, c'était quand même bien. Et 5 causes. Alors après, il y en a beaucoup plus, bien sûr. Mais déjà, avec ces 5 causes, on a pas mal d'orientation. Donc BPCO asthme, tout ce qui va être constriction, l'OAP ou décompensation cardiaque ou HTAP, donc vous voyez toutes les causes cardiaques. Plutôt le côté infectieux, les atteintes de plèvre, que ce soit de l'air, de l'eau, du sang, bref, tout ce qu'on veut, et l'embolie pulmonaire, ça c'est les vaisseaux. Et une dernière chose, la doctrine du qui a fait refera, donc bien sûr, regardez les antécédents. Et voilà, donc là on arrive vraiment à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu sur la dyspnée. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, de mettre un pouce bleu pour encourager le travail qui est fait. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients bien sûr.